Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 15 décembre 1948, dans l'ancien fort de Châtillon, il est 12h12 quand Zoé diverge. Zoé, c'est le premier réacteur nucléaire construit en France et il diverge, c'est-à-dire pour les initiés, ils ont compris, ça veut dire qu'il produit une réaction nucléaire en chaîne qui finit par produire de l'énergie. Émotion immense. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, non seulement en France, mais dans le monde entier. Ça y est, 6 ans après les Américains et le projet Manhattan, la France rejoint donc le cercle très fermé des puissances qui maîtrisent l'énergie nucléaire. Il y avait déjà les États-Unis, le Canada et bien sûr l'URSS. Le 21 décembre, le président de la République, Vincent Auriol, comme disait, se rend à Châtillon et avec humour, il dit « Voici une réalisation qui ajoutera au rayonnement de la France ». Oui, évidemment, quand on parle de rayonnement atomique. Et derrière ce succès, celui qui est le haut commissaire au commissariat à l'énergie atomique, le CEA, Frédéric Joliot-Curie. Plus tard, il racontera « Tous les calculs nous semblaient exacts. Nous pensions « Comment cela pourrait-il ne pas marcher ?» Mais tant que l'expérience n'était pas faite, tant que nous ne tenions pas la réussite, nous avions toujours la crainte qu'un point nous eût échappé et nous sentions toutes nos responsabilités, car pour nous, réussir, c'était apporter quelque chose à la nation. Il ajoute, l'atmosphère était analogue à celle qui règne dans une salle d'accouchement. Oui, c'est un accouchement, en effet. Ce 15 décembre 1948, la France, qui dans les années 30 avait été à la pointe de la recherche nucléaire, évidemment, c'est là que tout était né, bien sûr, la France rattrape donc son retard en matière de production d'énergie nucléaire. Pour ce qui est de la bombe atomique tellement convoitée, déjà expérimentée par les États-Unis et par l'URSS, ça c'est une toute autre affaire, on n'est qu'en 1948 là. Un journaliste américain d'ailleurs qui lui demande dans la foulée du succès de Zoé, ce premier réacteur, quand la France pourrait avoir sa bombe, Frédéric Joliot-Curie rétorque « Jamais, car nous ne cherchons pas à l'avoir ». Avec Zoé, Joliot-Curie a réussi à mener le CEA, qui avait été créé juste après la guerre par le général de Gaulle, au moment du gouvernement provisoire, a mené ce CEA sur la voie de son premier succès. Seulement, il s'apprête aussi à entrer dans des turbulences dont il ne va plus sortir. On est en pleine guerre froide, ça y est, la guerre froide est en train de se développer. Évidemment, les questions atomiques à l'époque, elles passionnent, mais disons les choses, elles terrifient également. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né en 1900, Joliot-Curie, Frédéric Joliot-Curie. Il a 24 ans quand il devient le préparateur particulier de Marie Curie, qui poursuit ses recherches sur la radioactivité à l'Institut du Radium, bien sûr. C'est là que Frédéric a rencontré la fille de Pierre et Marie Curie. Vous avouerez que ça ne s'invente pas, ça. Irène, bien sûr. Et il a épousé Irène 2 ans plus tard. Frédéric et Irène, qui donc s'appelait Irène Joliot, mais qui a gardé bien sûr le nom de ses parents, Frédéric et Irène Joliot-Curie vont entretenir une incroyable carrière scientifique. Leurs recherches sont menées dans les années 1928 et 1935, recherches en commun qui conduisent à la découverte du neutron, de la radioactivité artificielle. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que la France était à la pointe de cette recherche-là, ça conduit aussi à la découverte de la radioactivité artificielle. Et c'est pour elle qu'ils vont recevoir ensemble le prix Nobel de chimie en 1935. Les années 30 sur ce plan, sur le plan de la recherche nucléaire, sont donc sont absolument essentielles. En 1939, Frédéric travaille sur la fission de l'uranium et la réaction en chaîne avec Hans Alban, avec Liu Kowarski, avec Francis Perrin. Il va d'ailleurs donner la première preuve physique de cette réaction en chaîne. Il dépose la même année 3 brevets sur l'utilisation de l'énergie atomique, les 2 premiers qui concernent la production d'énergie nucléaire et le 3e qui concerne la bombe atomique. Le président du Conseil de l'époque, bien sûr que c'est Daladier, et il perçoit Daladier très bien, alors que la guerre frappe de nouveau aux portes de l'Europe et du monde, il perçoit l'intérêt majeur de ce 3e brevet. Il va donc propulser Joliot-Curie au service du ministère de l'Armement, où le physicien va faire de la France le premier pays au monde à s'assurer un approvisionnement en uranium.
on a compris l'importance de l'énergie nucléaire, non seulement civile, mais militaire, bien sûr. Bon, la suite, vous la connaissez. L'avancée fulgurante des Allemands, qui laisse tout juste le temps à Joliot-Curie de préparer l'exfiltration vers l'Angleterre de ses collaborateurs Alban et Kowarski, qui sont juifs, d'ascendance en tout cas, et puis d'exfiltrer les fameux brevets avec eux, bien sûr. De son côté, Frédéric va commencer là une double vie, si on peut dire. Il continue son travail dans son laboratoire aux côtés de physiciens allemands, parmi lesquels Wolfgang Gentner, qui est un ami de Joliot, qu'il protégera d'ailleurs efficacement pendant ces années difficiles. Il s'engage en 41-42 dans la résistance, dans un mouvement de résistance intérieure qui a été créé par le Parti communiste. On est après l'opération Barbarossa et c'est la fin du pacte germano-soviétique, bien sûr. Et puis, à partir d'avril 1944, Frédéric entrera dans la clandestinité. Et au moment de la libération de Paris, il fait des explosifs dans les sous-sols du laboratoire de chimie du Collège de France, les fameux cocktails Joliot-Curie qui vont être largement utilisés contre les véhicules allemands entre le 20 et le 25 août 1944. C'est toute l'histoire passionnante de la libération de Paris. Et une fois Paris libéré, Frédéric reprend ses recherches sur le nucléaire. Il devient donc, vous l'avez compris, le haut-commissaire dans cette nouvelle structure créée par le général de Gaulle en 1945, le commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Sauf que pendant la guerre, vous avez compris qu'il a rejoint le Parti communiste. Il a pris sa carte au parti. Au moment où le monde s'enfonce dans la guerre froide, vous voyez bien que ça pose problème, ça. Des voix s'élèvent à Paris, mais aussi, j'allais dire, surtout à Washington, contre cet homme qui est un communiste au cœur même, c'est le cas de dire, du réacteur atomique français, et dont on se demande s'il ne serait pas à la solde de Moscou. Vous écoutez Radio Classique. Alors c'est vrai qu'on accuse Frédéric Joliot-Curie d'avoir des sympathies soviétiques et il ne fait rien pour faire mentir ses contradicteurs et tous ceux qui s'inquiètent, puisque en juillet 1945, on le retrouve quand même à Moscou, participant aux cérémonies du 200e anniversaire de l'Académie des Sciences. Académie des Sciences de l'URSS. Alors il est évident que l'Académie en question, elle avait été créée au XVIIIe siècle, bien sûr. Les responsables américains sont convaincus, mais quand je dis qu'ils sont convaincus, c'est pour eux une obsession. Pour eux, il est évident qu'il y a un risque de fuite des secrets atomiques vers la Russie, des secrets atomiques qui sont des secrets occidentaux partagés par les Alliés. De retour en France à la fin du mois de juillet, Frédéric et Irène n'aspirent qu'à se rendre pour la première fois depuis 1939 dans leur maison de Bretagne. Ils ont l'intention de se reposer un peu. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils l'ont bien mérité. Et c'est là-bas qu'ils apprennent qu'une ville entière a été détruite par l'explosion d'une seule bombe larguée par un avion américain. C'est la nouvelle du bombardement d'Hiroshima, bien entendu, qui, en fait, ne surprend pas vraiment Joliot, qui lui-même a breveté une bombe de ce genre 5 ans plus tôt. Mais quand même, il est totalement ébranlé par cette nouvelle. C'est un traumatisme qui va totalement, j'allais dire tempérer, c'est pire que ça, étouffer son enthousiasme pour l'énergie nucléaire. Là, il se dit que ça commence à aller trop loin. Le physicien se sent presque coupable à cause des travaux qu'il a menés avant-guerre et dont les Américains se sont beaucoup servis pour aboutir à la bombe atomique. Le 10 août 1945, il publie dans l'Humanité une longue déclaration où il avance, je cite, que l'énergie nucléaire rendra aux hommes dans la paix des services inestimables. Le but maintenant, c'est de bien distinguer l'usage militaire de l'usage civil. Joliot n'a pas abandonné son rêve nucléaire, mais désormais, il va mener ses recherches, si j'ose dire, à l'ombre du champignon atomique de la bombe nucléaire. Au CEA, où tout est à construire, il est à la tête donc d'une équipe, notamment en binôme avec Raoul Dautry, l'administrateur général du commissariat. Il entreprend la réalisation d'une première pile atomique, cette fameuse pile Zoé, qui donc va diverger en 1948. Il faut se rendre compte de l'exploit que ça représente à l'époque, en 15 mois et demi et dans des conditions qui sont invraisemblables, avec des matériaux qui sont des matériaux de récupération, forcément. On est dans l'immédiate après-guerre. Eh bien, Joliot et ses collaborateurs ont réussi à concevoir ce premier réacteur nucléaire français. Pour vous donner un exemple, les scientifiques en question qui ne disposaient pas d'une règle assez grande ont été obligés d'assembler plusieurs décimètres d'écoliers pour mesurer le niveau d'eau lourde du réacteur. Vous vous rendez compte du degré de sous-équipement de cette équipe. C'est un carrossier du coin, par exemple, qui a fabriqué la cuve du réacteur avec des morceaux d'aluminium qu'on avait soudés, qu'on avait récupérés.
Bon, tout ça était quand même incroyable. C'est un exploit, incontestablement, mais Joliot va devenir, et c'est ce qui est extraordinaire, il va devenir un des grands opposants aux ambitions atomiques de la France. Voilà ce que nous raconte le biographe du physicien Michel Pineau. Il nous dit « Contraint, comme tous ses contemporains, de vivre dans le monde tragique d'après Hiroshima et Nagasaki, il est plus que jamais confronté à l'angoissante question de la responsabilité des scientifiques face à l'utilisation de leurs découvertes. Son engagement à ce stade se confond avec celui de dizaines de ses collègues. Il deviendra cependant un destin. » Et au début de 1949, Frédéric est chargé de la présidence du comité d'organisation du Congrès des partisans de la paix, qui doit se tenir à Paris en mars. Et au moment de l'ouverture de ce fameux congrès, dont vous avez compris les sympathies, il déclare « Nous ne nous réunissons pas ici pour demander, mais pour imposer la paix aux partisans de la guerre. Les scientifiques placés en face de leurs responsabilités ne peuvent rester passifs. » Et en janvier 50, ça commence à aller fort, ça s'accélère, puisque le président américain, c'est à l'époque Harry Truman, annonce des recherches sur la bombe thermonucléaire, la fameuse bombe H. Et c'est l'appel de Stockholm du 19 mars 1950, un appel qui demande l'interdiction absolue de l'arme nucléaire, arme d'épouvante et d'extermination massive des populations, écrivent les alliés de Stockholm. Et le premier signataire de cet appel, c'est Frédéric Joliot-Curie. Ensuite, il y aura à travers le monde des millions de personnes qui vont le signer, cet appel de Stockholm. Alors à côté de ça, son communisme relié à son refus de développer la bombe est de plus en plus dénoncé. Ça pose un problème majeur. Dès 1945, les rapports américains évoquent les contacts de Joliot avec des scientifiques soviétiques, voire peut-être avec Staline en personne. Si les rapports reconnaissent un fort engagement communiste, ils admettent aussi que Joliot est tout à fait patriote, qu'il est fidèle à la France, qu'il ne présente pas un danger pour la sécurité des États-Unis. Vous voyez la subtilité, voilà ce qu'écrivent les renseignements américains. Je cite les rapports américains. Joliot se déclare lui-même communiste et fait de fréquents voyages en Russie. Il est d'autre part un patriote français très zélé. Pour l'heure, son patriotisme l'emporte et de ce fait, il ne transmet pas d'informations de grande importance aux Russes. Votre direction n'a pas à s'alarmer des inclinations de Joliot pour les Russes. C'est quand même très intéressant ça comme notation quand vous savez que ça vient des services américains. Quand même, les prises de position qu'il va développer et multiplier contre l'arme atomique, ainsi que le fait tout simplement qu'il ait sa carte au Parti communiste français, tout ça place le savant français en porte-à-faux avec un gouvernement très atlantique et qui souhaite que la France, à travers ce qu'on appelle, à travers le CEA bien entendu, et à travers les projets de communauté de défense, se lance dans la course à l'arme nucléaire. Et Frédéric Joliot, qui est une personne tout à fait, vous avez compris, un homme de grande valeur, évidemment, est tout à fait conscient de l'impact de son engagement communiste sur la suite de sa carrière. Disons les choses, à partir de 1949, quand se cristallise la guerre froide, ça devient un homme encombrant, pour ne pas dire même un homme à écarter. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite de nouveau le biographe, le biographe de notre Frédéric Joliot-Curie. Entre 49 et 50, dit-il, l'année de ses 50 ans, Frédéric Joliot vit des mois décisifs de ceux qui fixent définitivement ce qu'aura été la trajectoire d'une vie et qui en éclaire autrement tous les autres moments. Et oui, c'est une position intenable quand vous êtes à la fois haut-commissaire à l'énergie atomique et en même temps communiste dans cette période de guerre froide. Le 5 janvier 1949, au journaliste anglo-saxon qui l'interroge, Joliot réaffirme la nature pacifique de ses travaux. Il répond aux accusations de journaux qui suggèrent que des secrets atomiques pourraient passer vers l'Est, vers l'Union soviétique via le commissariat. Et voilà ce qu'il répond. Un communiste français, comme n'importe quel autre citoyen français occupant un poste qui lui est confié par le gouvernement, ne peut honnêtement communiquer à une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, des résultats qui ne lui appartiennent pas, mais qui appartiennent à la collectivité qui lui a permis de travailler. Ah, ça ne plaît pas du tout au Parti communiste, cette déclaration. On désavoue au sein du PC Joliot pour avoir commis l'erreur d'assimiler l'URSS, patrie de tous les travailleurs, à une puissance étrangère,
quelle qu'elle soit, un communiste ne devant pas avoir de secret pour l'URSS. Et 3 jours plus tard, c'est le fameux Jacques Duclos qui lance « Chaque homme de progrès a 2 partis, la sienne et l'Union soviétique, le grand pays du socialisme ». Quand on sait ce qui se passe en Union soviétique à l'époque, bref. La rupture, en tout cas, est consommée avec le Parti communiste d'un côté, mais aussi avec le gouvernement et certains membres du CEA, comme le physicien Bertrand Goldschmidt notamment, qui est l'unique physicien français du projet Manhattan et qui, en 1944, avait mis le général de Gaulle au courant du programme nucléaire secret des Américains. Il finit, lui, par avancer que, je cite, « Le programme français irait bien mieux si Joliot n'en faisait plus partie, car le temps qu'il est dedans, la France ne peut pas espérer obtenir de partenaires extérieurs. » C'est vrai qu'on peut imaginer les réticences anglo-saxonnes à confier des secrets techniques à la France alors que le patron même du programme nucléaire se trouve être proche de l'Union soviétique par les aspirations politiques. Les rapports des renseignements américains font état de relations difficiles de Joliot avec le gouvernement français, qui va d'ailleurs couper dans les crédits du CA. Dans certains cercles gouvernementaux français, Joliot-Curie est de plus en plus considéré comme un handicap. Et en novembre de cette même année 49, on retrouve Joliot-Curie à Moscou, comme si le CEA avait besoin de son haut commissaire dans une position aussi difficile. C'est une publicité dont on se serait passé à Paris, vous imaginez bien. Surtout au moment où le CEA annonce la fameuse réussite de l'extraction du plutonium, qui est un matériau essentiel pour la fabrication de la bombe. La presse voit dans le voyage de Joliot à Moscou quasiment une trahison. Et plusieurs offensives sont lancées contre le physicien qui sait que ses jours à la tête du CEA, de toute façon, maintenant, sont comptés. Et puis, il y a donc cet appel de Stockholm qui vient consommer la rupture. Au 12e congrès du Parti communiste de Gennevilliers, on est en avril 50, Joliot réaffirme qu'il ne travaillera pas sur la bombe. Il déclare le lendemain à ses collègues du CEA « Si cette fois le gouvernement ne me chasse pas, qu'est-ce qu'il leur faut ?» Autrement dit, il y a une forme quasiment de suicide professionnel dans la démarche. Et le 29 avril 50, ça y est, Frédéric Joliot-Curie est révoqué de ses fonctions de haut commissaire. Il ne dirigera plus le commissariat à l'énergie atomique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faudra attendre 1 an au CEA pour qu'un autre physicien soit nommé pour prendre la succession donc de Joliot. Ce sera Francis Perrin. Ce n'est pas le comédien, vous l'avez bien compris. Une vacance du poste de haut-commissaire qui a été assez mal vécue, mais qui a permis aux non-scientifiques du CEA, qui étaient très favorables à la bombe, d'être de plus en plus importants. Oui, ça, ce sont les ruses de l'histoire, qu'est-ce que vous voulez ? Tout a été fait pour écarter les scientifiques qui avaient des affinités communistes. Et au CEA, c'est maintenant Pierre Guillaumat, qui est administrateur général, et qui va poursuivre le développement de l'atome militaire derrière le rideau. Un rideau qui finira par s'ouvrir en avril 58, vous savez, quand le président du Conseil, Félix Gaillard, signe l'ordre de tenir une bombe prête pour le début de l'année 1960. Entre-temps, il y aurait eu un changement de régime. C'est le général de Gaulle, qui, revenu au pouvoir en juin 58, fera tout pour lancer cette bombe atomique française dont le premier essai aura lieu au Sahara le 13 février 1960. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ça. Alors, que fait Frédéric Joliot ? Joliot-Curie, c'est le nom de son épouse, mais dont il bénéficie, lui, le gendre de Pierre et Marie Curie. Qu'est-ce qu'il fait après le CEA ? Il va retrouver sa carrière universitaire. En 1956, il reprend la chaire de sa femme, qui était décédée d'une leucémie, liée d'ailleurs à son exposition au polonium et au rayon X, la même maladie qu'avait emporté sa mère Marie Curie, d'ailleurs. Cette surexposition aux radiations, elle aura également raison du physicien qui meurt à Paris de façon lui aussi prématurée à l'âge de 58 ans, le 14 août 1958. Grande émotion chez tous ceux qui avaient travaillé avec lui, mais aussi dans tout le pays. On va lui donner des obsèques nationales. Oui, le général de Gaulle décrète des obsèques nationales pour Frédéric Joliot-Curie. Et c'est le général qui rédige un message à l'adresse de son fils. La grande lumière qui vient de s'éteindre en la personne de votre père a éminemment servi le rayonnement de la France comme le progrès de la science. C'est le témoignage que j'adresse à la mémoire de Frédéric Joliot-Curie. On a envie de dire, voilà qui fait taire tous les commentaires.
Vous écoutez Radio Classique.